Je passe tout de suite la parole à Madame Joss pour nous parler de la PMA d'un tout autre sujet, mais toujours sur le versant de l'éthique. D'accord, voilà, je vois la salle. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Oui, d'accord. Bien, écoutez, merci. Je voulais remercier Marie-Elisabeth Sanselm-Carveras et Jean-Pierre Lebrun de venir parler aujourd'hui et aussi d'assurer cette présidence, mais malheureusement, voilà, euh, le virus m'a rattrapé et donc c'est par visio que je vous parlerai aujourd'hui. Alors, comme on est en fin de journée, pour aller assez rapidement euh, sur, sur ce sujet, je voulais quand même euh, vous dire que, au fond, euh, ce travail en PMA a commencé pour moi à partir d'une rencontre avec les gynécos du service et justement à partir d'un questionnement qui était le leur et qui était un questionnement éthique. Hein. Nous nous situons à ce moment-là au tout début de la PMA en Belgique, on était en 86-87. Hein, et je rencontrais les gynécos qui me disaient qu'ils étaient très mal à l'aise parce qu'ils avaient euh, cheminé avec un couple, ils avaient fait en sorte que ce couple puisse avoir un enfant après X tentatives de fécondation in vitro. Et puis finalement, au bout de quelques mois, l'enfant était à peine né, ce couple s'était séparé. Et ça avait plongé les gynécos dans une forme de perplexité et ils formulaient leurs questions d'une telle manière, à savoir, avait-il bien fait de répondre à la demande de ce couple si finalement ce couple décidait de se séparer après la venue de l'enfant, un enfant pour lequel, la venue de l'enfant pour lequel il semblait avoir tellement bataillé. Alors vous entendez la question euh, pour laquelle, bien sûr, il n'y a pas de réponse rationnelle, c'est-à-dire que ce qu'il en était on peut dire, du désir au sein de ce couple et aussi du désir inconscient n'aurait pas pu être appréhendé ainsi euh, au départ. Mais voilà, ils butaient quelque part contre leur serment d'Hippocrate, quand même, qui est d'abord ne pas nuire. Ils avaient l'impression qu'ils avaient mal travaillé. Cette question, je dirais, en PMA, dès les premiers temps, nous avons été, en Belgique, du moins, et ailleurs aussi, obligés par nécessité de penser les demandes qui nous arrivaient et pour lesquelles nous n'avions pas de réponse dictée par une législation. Ainsi, dans le centre où j'ai travaillé, la demande d'une femme qui souhaitait être inséminée par le sperme de son mari qui venait de décéder accidentellement. Il s'agissait bien sûr d'un couple qui suivait déjà des traitements par IAC. Et donc la question à laquelle nous étions confrontés d'emblée, c'était allions-nous poursuivre les traitements avec cette femme seule? Eh bien, il ne fut pas évident en équipe de trouver un axe pour penser la réponse. Nous étions fort divisés là-dessus. Et je souligne que c'est ça qui est intéressant, c'est cette division qui est féconde. Qu'est-ce qui allait prévaloir? La souffrance de cette femme ou le principe qu'il faut un couple et un couple vivant pour concevoir un enfant? Finalement, je crois que ce qui nous a guidés était qu'il n'était pas possible de faire comme si la mort de cet homme n'avait rien changé, comme si la technique pouvait se poursuivre au-delà de cette mort, imprévue et douloureuse pour cette femme, bien sûr. Au fond, il n'était pas possible de faire comme si la frappe du réel n'avait pas eu lieu. D'autres demandes compliquées également concernant l'anonymat du donneur, ouvrant à la question complexe du père, de la paternité, géniteur. Fallait-il dire à l'enfant qu'il était issu d'une PMA avec donneur
certains défendant le oui au nom de la transparence. Vous savez que la transparence est devenue depuis un maître mot, mais pas au sens d'un signifiant maître, mais bien quasi au niveau d'un mot d'ordre. Hein. D'autres défendant le non, il fallait à tout prix ne rien dire à l'enfant, au nom d'une paternité symbolique à préserver à tout prix. Voilà. Je vous fais un très bref raccourci des questions auxquelles nous étions confrontés, auxquelles nous avons été confrontés dès le départ. Et donc, lorsque, dès les années 90, enfin 90 pour vous en France, les femmes célibataires et les femmes en couple nous ont adressé leurs demandes d'IAD, comment prendre en compte leurs demandes qui venaient balayer nos premières balises, à savoir celle de la nécessité d'un couple parental pour accueillir un enfant. Un couple composé jusqu'à présent d'un homme et d'une femme. Finalement, vous le savez comme moi, beaucoup de ces questions ont été médiatisées. Il y a eu des émissions passionnantes. Vous entendez la question de la passion, qui est toujours passion du 1, le 1 de nos certitudes, le 1 de la vérité avec un L et un V majuscule. Et je dois vous dire que malgré le fait que de 1987 à 2007 en Belgique, dans le centre où j'ai travaillé, nous avons fonctionné sans législation relative à la PMA. Donc, avec cette obligation de devoir en discuter, de devoir discuter en équipe, de nous confronter à nos désaccords, à nos malentendus et à ce à quoi nous accordions les uns les autres des valeurs différentes, nous attendions cette loi qui, dans notre imaginaire, devait nous délivrer de ces malentendus. Une loi qui nous accorderait ensemble. Eh bien non, bien sûr. La boussole attendue qui rendrait cette navigation plus aisée n'était pas dans le texte de loi belge qui précise que la PMA est ouverte à tout auteur de projet parental. C'est-à-dire, je vous lis la définition dans le texte de loi, toute personne, qu'est-ce que ça veut dire, tout auteur de projet parental? Eh bien, c'est toute personne ayant pris la décision de devenir parent par le biais d'une procréation médicalement assistée, qu'elle soit effectuée ou non par ses propres gamètes ou embryons. Bon, ces définitions venaient gommer pour nous la différence des sexes, mais aussi la notion de couple. Finalement, c'était dès 2007 une définition très politiquement correcte, sans masculin, sans féminin, sans pluriel non plus, et cette définition ne nous offrait pas la garantie d'un accord. Finalement, je pourrais le dire autrement, dans le texte de loi, pas de réponse qui soit satisfaisante, qui nous soulagerait des difficultés auxquelles les mutations sociales dans lesquelles cette clinique a émergé. Voilà. Pas de réponse dans l'autre, ça ne répond pas dans l'autre, c'est ce à quoi l'altérité nous confronte. Parce que c'est bien cela l'enjeu de notre rapport à l'autre, que nous l'écrivions avec un petit A ou avec un grand A, finalement, c'est que nous voudrions être soulagés de ce que ça ne fonctionne pas. On voudrait être soulagés de ce que ça ne marche pas, on voudrait soulager qu'il n'y a pas dans l'autre la réponse à la question. C'est quand même, voilà, ça je voulais le souligner parce que c'est quand même une question qui est présente et cette question quand même du réel, comme je l'ai souligné dès le départ, c'est-à-dire que c'est bien de cela que nous voudrions être soulagés, du malentendu, du ratage, de l'impossible prise du réel par le langage. Et je crois que c'est important d'entendre que la technique, les nouvelles techniques, viennent se proposer exactement à cet endroit du ratage. Et c'est ce qui fait d'ailleurs l'engouement pour les techniques. Je pourrais dire que nous avons un rapport très ambivalent à l'égard de la technique. D'une part, on a une fascination pour la technique, à savoir, est-ce que l'impossible pourrait être reculé comme ça à l'infini, promettant un tout possible à l'horizon du futur. D'autre part, la technique n'est pas sans soulever
des inquiétudes pour nous, puisque quelque part, elle risque aussi de venir abraser nos certitudes. Dans le champ de la PMA, certainement, à savoir, est-ce qu'un jour nous pourrons, et je pense que des équipes travaillent là-dessus, procréer sans même devoir utiliser même des cellules sexuelles différenciées. Je pense que les choses sont en route de ce côté-là. Donc, ça vient fortement ébranler nos certitudes. Et je dirais que les techniques actuelles en matière de procréation ont eu auprès du public large comme ça, hein, elles ont développé, elles ont accentué l'idée que la fécondité pourrait être maîtrisée. Et on a vu en quelques décennies l'évolution entre l'idée de la limitation des naissances et puis l'idée du contrôle des naissances et puis celle de la maîtrise de la fécondité. Alors bien sûr que cela permet de mieux contrôler ce qui jusque-là était soumis au hasard des rencontres naturelles. Mais ça ne supprime pas pour autant la dimension aléatoire des conditions naturelles, ce qui serait un autre mot pour dire le réel. Ça ne supprime pas, au fond, ce qui échappe à la maîtrise tant de la technique que du langage. C'est dire donc que la question du ratage ne peut être évacuée, quel qu'en serait le vœu humain. Et je crois que c'est important de souligner que ces nouvelles techniques vont modifier le champ de nos représentations, au point que s'efface de nos mémoires l'idée que la procréation humaine n'est pas affaire de techniques et de méthodes, mais reste, c'est une manière que j'ai eu de le formuler, elle reste sous gouvernance langagère. C'est ainsi que je le soutiens à partir de la clinique qui nous renvoie combien les grossesses obtenues ne le sont pas toujours au moment où elles seraient programmées et combien tout ce qui est programmé, par contre, ne permet pas toujours de faire obtenir des grossesses. Ainsi, je vous cite un tout petit exemple d'un couple de femmes que j'avais rencontré. Elles faisaient l'expérience d'une déconvenue terrible. Elles disaient, alors c'est un couple de femmes qui était venu nous rencontrer parce qu'elles avaient fait plusieurs tentatives et elles disaient n'avoir jamais envisagé que l'insémination artificielle par donneur pourrait ne pas fonctionner. Vous voyez comment ça modifie nos représentations. Pour elles, la médecine venait pallier le fait que deux femmes ne peuvent pas procréer ensemble, l'IAD étant une technique pour couvrir ce manque-là. Au fond, elles n'avaient jamais pris en compte que cela pouvait aussi buter sur un impossible. Et cet exemple me permet de soutenir l'hypothèse d'une double déconnexion dans nos représentations. Non seulement la déconnexion dont Pascal Bello-Fourcade a parlé ce matin, déconnexion entre sexualité et procréation, mais aussi la déconnexion entre maîtrise technique et dimension de l'impossible. Nous ne sommes pas sans savoir que ce qui n'est plus pensé revient par un autre bord. Ginette Rimbaud parlait de la clinique du réel. Eh bien, je pense que nous pouvons entendre combien c'est aussi ce réel qui refait surface dans la clinique, comme l'exemple que je viens de vous lire de ces deux femmes. Alors, vous m'arrêtez quand je prends trop de temps, hein, je pense que ça va aller. Donc, comment se débrouiller avec ces nouvelles demandes qui nous embrouillent? Avec quels axes pour les penser? Parce que je pense que c'est ça aussi qui n'est pas évident, c'est que ces demandes nous obligent à réouvrir ce qui jusqu'à présent nous a servi d'appui et peut-être aussi de certitude pour penser la chose. Donc, comment avancer du côté des incertitudes du non-savoir, mais pas sans appui. Voilà, j'insisterai là-dessus, hein, sur l'ouverture à un non-savoir, mais pas sans appui. Alors, le premier appui, je dirais, pour avancer dans cette clinique, a été de soutenir qu'au-delà
du droit. Je vous rappelle l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme qui déclare le droit pour tout être humain à fonder une famille. Ah, donc, il nous fallait quand même entendre ces demandes. Eh bien, le premier axe a été qu'au-delà du droit, il s'agissait d'une demande à entendre. Et je crois que nous, dans notre champ, à nous, analystes, nous savons combien, et pas seulement analystes, médicales également, combien il importe de pouvoir entendre la demande. Ça ne veut pas dire qu'on doit y répondre. Mais une demande, c'est ce qui suppose une adresse et un lieu. Donc, soutenir dans ce lieu de haute maîtrise technologique la supposition d'une demande adressée à l'autre et donc d'en passer par une parole, c'est ce qui a été important pour nous de soutenir dans ce lieu-là. C'est ce qui nous a décalé du contrat opéré dans certains centres qui répondent par un devis. Certains couples nous ont dit ça. Ils avaient d'abord contacté un centre qui leur avait envoyé un devis et puis voilà, ça ne leur convenait pas. Donc, ils ont préféré faire des kilomètres pour venir en Belgique parce que c'était important pour elles que leurs demandes soient entendues. Le risque, quand on se situe seulement du côté du droit, c'est que le droit en appelle à un savoir certifiant. Mais je crois que c'est là un risque, le risque d'un savoir plein, alors que ce que je soutiens, c'est qu'il me semble que ces entretiens, nous avons à les soutenir du côté de notre manque de savoir. Mais un manque de savoir qui n'est pas sans appui. La demande s'adresse donc à un supposé savoir, à nous de nous tenir du côté d'un supposé entendre le sujet dans le creux du sillon de sa demande. Alors, deuxième point dans cette clinique, j'en déplierai 3 seulement. Deuxième point qui a été un point important pour nous à penser et à réfléchir, c'est l'axe qui concerne l'idéologie contemporaine de parité et d'égalité, dont là aussi il a déjà été question ce matin. Parité et égalité dans le couple qui, à certains égards, ne laisse plus entendre la dimension d'altérité au sein de ce même couple. Alors, il s'agit bien sûr, il ne s'agit pas de remettre en question l'égalité citoyenne, mais bien de pouvoir penser la différence au sens d'une dissymétrie de place au sein d'un couple. Là aussi, je vous lis un bref petit extrait pour mieux vous faire entendre de quoi il s'agit. Donc, il s'agit là d'un couple que j'ai rencontré et qui se présentait comme une dans leur projet d'enfant. Elles avaient un discours qui était marqué par l'effacement de leurs singularités respectives, mais pourtant j'avais pu entendre qu'elles n'étaient pas aussi une et même qu'elles le disaient. C'était tout à fait audible dans la manière dont elles parlaient de l'accueil d'une petite nièce qu'elles recevaient régulièrement à la maison. Et en pointant ça avec elles, elles se mirent à rire et l'une des deux ajouta même « Mais oui, c'est vrai, si on n'était pas si différentes, ce serait plutôt ennuyeux de vivre ensemble. » Je vous dis ça parce que c'est quand même important. Je crois que sur ce plan, ce sont les couples réticents à utiliser le mot différence qui m'ont le plus fait travailler. Dans ces entretiens, nous butions sur un mur, ne parvenant pas à ouvrir le questionnement. Le mot différence, vous le savez comme moi, combien aujourd'hui il est entendu dans sa version discriminante, à savoir, ici, dans ce cas-ci, c'était très souvent l'un ou l'une ayant davantage de droits sur l'enfant que l'autre. Voire, la version plus inconsciente, l'un ou l'une recevrait davantage d'amour de l'enfant que l'autre. Voilà, c'est ça la rivalité des couples à l'égard de l'enfant. Ces couples nous ont fait entendre
combien la parentalité positive rend difficile de penser que dans un couple, l'un et l'autre, ou l'une et l'autre, n'occupent pas nécessairement la même position à l'égard de l'enfant, que ces positions ne sont pas symétriques et qu'elles concernent au fond des positions logiques distinctes. Et donc, cette parentalité positive à l'œuvre aujourd'hui, tant chez les couples hétérosexuels qu'homosexuels, rend très difficile de penser et de parler l'altérité au sein du couple et même l'altérité à l'égard de l'enfant. Parce que c'est ça qui était important pour nous, c'est de pouvoir penser que la possibilité d'accueillir un enfant dans son altérité n'est quand même pas sans lien avec la place faite à l'autre et donc faite à la dimension de l'altérité au sein du couple. J'ai soutenu que la dissymétrie ne s'oppose pas à l'égalité, et ça, c'est bien sûr à condition de ne pas la confondre, de ne pas confondre égalité avec égalitarisme. Il en a été question ce matin, je ne vais pas détailler ça longtemps, si ce n'est faire référence au travail de Caroline Forrest dans son essai Génération offensée, qui rend bien compte de cette confusion présente aujourd'hui qui empêche tout débat et entraîne le rejet de la discursivité. Comment faire entendre que la dissymétrie de structure n'est pas sans importance, puisque finalement, elle concerne le fait d'admettre le principe d'antécédence, antécédence générationnelle et antécédence de langage, dans lequel tout enfant baigne avant même sa naissance, et on pourrait même dire avant même d'être conçu. C'est lors de journées précédentes qui ont lieu ici à Clermont-Ferrand, là où vous êtes, en entendant François Julien proposer le mot écart plutôt que celui de différence, que ça m'a un peu éclairé, puisqu'il utilise cette formule de faire travailler les écarts. Au fond, je dirais que c'est ce que nous tentions de faire, mais en utilisant le mot différence, nous butions sur quelque chose qui faisait en sorte que nous n'étions pas entendus. Il est évident que soutenir que deux mères ne sont pas nécessairement les mêmes, cela paraît évident. Mais quand on a affaire à un couple qui est pris dans un discours idéologique, voire militant, c'est plus compliqué car ce discours est hermétique au questionnement. Alors, il nous fallait, voilà, et alors ce qu'on a pu trouver, ce que moi j'ai pu trouver, c'est de partir de leur dire, de repérer une brèche et surtout de tenir compte du lieu de l'enfant à venir et aussi de l'enfant qu'elle-même avait été. Je vous donne un petit exemple pour mieux faire comprendre. Oui? Ah, ça c'est un peu difficile. Bon, ben d'accord. Je prendrai pas l'exemple là. Mais je voulais parler de cette difficulté auxquelles les couples se heurtaient dans le fait de ne pas vouloir se nommer auprès de l'enfant et d'évoquer la question du naturel en disant cela va se faire naturellement. Eh bien, je crois que c'est là-dessus que nous avons à tenir, sur le fait que le naturel, ça ne se fait pas, comme dit Lacan, le naturel, ça ne se fait pas, comment dire, attendez, il faut que je retrouve mon fil pour faire une synthèse. Lacan dit que la relation naturelle chez l'être humain est vouée au conflit et à la ruine, parce que pour qu'une relation soit viable, il faut l'intervention dans l'ordre humain de ce qu'on appelle l'ordre de la loi du langage, bien sûr, l'ordre de la parole. Eh bien, je pense que c'est là-dessus que qu'il nous fallait tenir, à savoir que mettre un enfant au monde, c'est aussi le mettre au monde des mots, et que donc, du lieu de cette antécédence, dire l'enfant, c'est lui
qui trouvera un nom pour nous nommer, ce n'est pas nous qui allons nous nommer à l'enfant, était quelque chose que nous nous autorisions à questionner avec ce couple en disant mais comment est-ce que vous allez, comment allez-vous faire, vous êtes comme parents, qu'est-ce qui fait que vous allez démissionner comme ça de cette fonction nommante? Parce que quand même la fonction parentale, c'est une fonction nommante. Bon, je passe sur le troisième axe qui était l'axe de l'amour qui unit ces couples, mais un amour qui est pensé sur le plan très imaginaire, un amour harmonieux, hein, un amour qui leur permettrait peut-être de faire fi du non-rapport sexuel, un amour qui permettrait de faire fi du malentendu fondamental. Et c'est par rapport à ces questions-là que nous avons quand même pas mal réfléchi. C'est-à-dire, vous voyez le sous-titre de mon ouvrage, ne pas céder sur l'altérité, ce n'est bien sûr pas quelque chose qui est venu tout au début de mon travail, c'est chemin faisant, et même dans le travail d'écriture, que ça m'est venu en me disant, mais finalement, sur quoi est-ce que j'ai tenu, sur quoi est-ce que nous pouvons lâcher du lest, et sur quoi est-ce que nous ne cédons pas. Et cette question de l'altérité a été au centre du questionnement, et je pense que c'est là-dessus qu'il importe de ne pas céder sur le fait que on voudrait un langage qui serait lisse de tout heurt, de ne pas céder sur le fait que finalement, ou pour le dire autrement, l'exigence éthique dans ce cadre-ci serait de soutenir que tous les mots ne se valent pas, qu'il y a du discontinu et qu'il y a de l'équivocité. Ainsi, dire parent 1, parent 2, plutôt que père et mère, c'est plutôt tenter une continuité floue que de soutenir la question du discontinu. Voilà, écoutez, vous me demandez de conclure. Je vous dirais que chaque nouvelle invention technologique nous oblige à chercher où se trouvent les appuis fondamentaux et structuraux pour l'être humain. Les couples disent, si la médecine le peut, c'est donc possible, mais possible ne veut pas dire pensable, et à nous de nous mettre au travail, avec, ici dans cette clinique-là, avec les couples rencontrés, de penser ce qui jusque-là n'était pas pensable ou ne demandait pas à être pensé. Et ça, je pense que c'est un travail qui relève d'une position éthique, celle de penser et de tenter de nommer au plus près du réel. Et je conclurai peut-être en disant que tout acte éthique est un acte qui quand même, je fais référence aux travaux de Louis Bernard pour le soutenir, c'est un acte qui est toujours singulier et qui est toujours au risque de perdre quelque chose, ne fût-ce que perdre quelque chose, soit de son savoir ou de sa tranquillité. Donc je crois que voilà, c'est ça que je soutiens, c'est que à nous de nous laisser interroger par ces nouvelles cliniques sans pour autant céder sur le principal. Voilà.